Comme chaque été, Claude François parcourt la France à la rencontre de son public de plus en plus nombreux. Il avale des milliers de kilomètres à la rencontre de spectateurs qui se pressent et reprennent ses refrains en chœur. En septembre 1976, et après plusieurs longues semaines de recherche et d'études, il lance sa propre marque de parfum, Eau Noire. Une initiative tout à fait nouvelle pour un chanteur à l'époque. Provoquant des mélanges insensés, Claude choisit pour ce parfum des senteurs de fleurs, de vanille, de cannelle qui lui rappellent son enfance. Il décide lui-même de la forme et de la couleur du flacon gravé à son nom pour vendre ces mélanges enivrants. Ainsi, au premier jour de l'automne, plus de 8 millions de petits flacons opaques et noirs sont distribués en France dans des présentoirs à l'effigie de Claude François. Et pour fêter la sortie de ce parfum, le 15 octobre 1976, Claude François donne un cocktail rassemblant près de 400 invités dans la boîte de nuit de sa copine Dany, l'Aventure, située avenue Victor Hugo à Paris. Ce soir-là, le chanteur est accompagné d'un superbe top modèle répondant au doux prénom de Kathleen. Leur bonheur n'échappe pas aux nombreux journalistes présents dans le nightclub et bientôt la presse du cœur va révéler leur grand amour. Kathleen Jones est américaine et mannequin dans l'agence de Claude François, Girls Model. Claude François sent bien avoir trouvé l'amour avec un grand A majuscule. Avec Kathleen, ce n'est pas comme d'habitude. Clo-Clo, l'indépendant, le solitaire, ne peut plus se passer d'elle. On ne les voit plus l'un sans l'autre. Et surtout, Claude a emmené Kathleen au Moulin de Danemois pour la présenter à sa mère Choufa et à ses enfants Claude et Marc. La belle histoire commence le jour où Kathleen, venue tout droit de Los Angeles, débarque à Paris, boulevard Excelmans, pour rencontrer Martine Diacinco, la directrice de l'agence. Dans l'escalier, Kathleen croise du regard Claude François, qui ce jour-là, pressé de se rendre en rendez-vous, lui adresse un tendre sourire. Et ce fut littéralement le coup de foudre. Pour la retenir, Claude l'emmena dîner à la Lorraine, une célèbre brasserie parisienne, avec d'autres mannequins de l'agence, comme il le fait très souvent. À table, il ne voyait que Kathleen, s'ingéniant à lui faire découvrir la cuisine et le vin français, et ravi de son émerveillement de petite fille. Claude François tombe sous le charme de cette jeune fille qui a su lui faire oublier les 3 années passées avec Sophia, son ex-compagne. L'artiste avoue alors que la bonne humeur permanente de Kathleen, sa délicatesse, son charme et son goût pour la vie l'ont littéralement séduit. Septembre 1976, Claude François ne résiste pas à la proposition de son ami Guy Lux de participer à son prochain film, Drôle de zèbre. En effet, le chanteur accepte de jouer son propre rôle dans une parodie du monde des courses, dont une partie du tournage a lieu au casino de la station thermale d'Évian. Claude est véritablement enthousiasmé par cette nouvelle expérience cinématographique. Ainsi, le vendredi 19 novembre 1976, accompagné de Gilles Paquet, son attaché de presse, et de sa fidèle habilleuse Sylvie Mathurin, Clo-Clo s'envole pour Évian, où se tourne ce long métrage produit et réalisé par Guy Lux. Pour les besoins du scénario, un gala de Claude François est mis en scène sur la piste de danse du casino d'Évian. Pour l'histoire, le jeu des acteurs consiste à perturber le spectacle de l'artiste et, pour rendre le film le plus proche possible de la réalité, Carole, Prisca, Dany et Pat, ses fidèles Claudettes, dansent avec l'idole devant une salle enthousiasmée et survoltée. Sim, Alice Sapritch, Patrick Topalov, André Torrent, Patrick Préjean, Pétula Clark et même Coluche font partie de la distribution du film qui, dès sa sortie en salle, au mois de mars 1977, n'obtiendra pas, hélas, le succès escompté. Côté chanson, cette fin d'année 1976 est marquée par la sortie d'un nouvel album et d'un nouveau 45 tours, Le Vagabond. L'occasion pour lui d'être invité et de participer à de nombreux shows télévisés produits par ses amis Mariti et Gilbert Carpentier, la merveilleuse Danielle Gilbert, l'inoxydable et généreux Guy Lux ou le talentueux Michel Drucker. Et pour Claude François, l'année se termine par un extraordinaire tour du monde de 20 jours. Ainsi, c'est par une grande tournée en Afrique, entre le 27 décembre 1976 et le 5 janvier 1977, que Claude François commence son formidable périple, et aussi la nouvelle année, puisque c'est pendant un mémorable concert dans le stade de Douala au Cameroun qu'ont sonné les 12 coups de minuit de l'année 1977. Un instant inoubliable parce que le stade de Douala était bondé. Une foule de 70 000 personnes était venue faire un triomphe à notre Clo-Clo. Au moment où Claude, les Claudettes et toute son équipe se sont embrassés pour fêter le Nouvel An, il faisait encore 34 degrés sous les projecteurs. Bien évidemment, après le gala, le champagne coulait à flot sous les paillotes d'un restaurant africain où toute la troupe retrouva Manu Dibango, la première partie du spectacle, ravi de faire découvrir à Clo-Clo les spécialités culinaires de Douala, sa ville natale. Puis les 40 personnes du show Claude François s'envolent pour l'Italie où l'idole est attendue pour interpréter 3 chansons, dont son tube du moment, Quella Nola, la version italienne de cette année-là, dans une émission produite par la RAI et retransmise en direct à la télévision italienne.
Et enfin, c'est le public belge qui, les 7 et 8 janvier de la nouvelle année 1977, découvre un Claude François plus en forme que jamais, qui, durant 1h30, enchaîne les tubes de son répertoire. Le final de ces spectacles restera dans toutes les mémoires de quelques 10 000 personnes présentes chaque soir, puisque c'est la première fois que Claude François utilise les rayons laser multicolores qui traversent la scène et balayent la salle. Une première en Europe et dans l'histoire de la chanson. De retour en France, le chanteur s'octroie un week-end de détente au sport d'hiver à Megève en compagnie de ses 2 fils et de la charmante Kathleen. Après ce court repos, Claude François se remet au travail sans perdre de temps. Cependant, traversant une période de doute quant à la sortie de son prochain 45 tours, il s'interroge et demande à la rédaction de son journal Podium d'organiser un grand référendum afin que ses lecteurs, âgés entre 8 et 16 ans, classent par préférence les derniers titres de son album non parus encore en version 45 tours. Des milliers de lettres arrivent ainsi tous les jours et le titre désigné avec plus de 1000 voix d'avance sur les autres sera quelquefois. Et c'est ainsi qu'au printemps de l'année 1977, une nouvelle chanson déferle sur toutes les ondes. Claude la chante en duo avec Martine Clémenceau, l'une de ses choristes attitrées. Pour la petite histoire, et avant de la choisir, son directeur artistique avait fait passer des auditions à plus de 12 chanteuses pour trouver la voix idéale qui devait lui répondre. C'est finalement la blonde Martine Clémenceau qui fut désignée, Clo-Clo ne restant pas insensible à son talent d'interprétation et à sa grâce. Après nous avoir enchantés avec quelquefois chanson disque d'or interprétée en duo avec Martine Clémenceau, c'est sous le soleil de Rio et sur un rythme endiablé que Claude François nous transporte en ce printemps 1977. Et l'histoire de cette chanson commence très exactement le 20 mars, lorsque Claude François enregistre ce qui deviendra bientôt le tube de l'année, Je vais à Rio, une chanson adaptée de I Go to Rio de Peter Allen. Pour l'anecdote, n'arrivant pas à joindre le créateur du titre, afin d'en obtenir les droits d'adaptation pour la France, Claude François courtise professionnellement la belle Olivia Newton-John, fiancée à l'époque de Peter Allen. Une fois l'accord de son créateur en poche, Claude se précipite dans le studio d'enregistrement de la rue Championnet à Paris pour interpréter ce titre ensoleillé aux arrangements complexes. Seulement, le jour où il enregistre sa voix, Claude François se fâche avec son complice de toujours et directeur artistique Jean-Pierre Bourter qui, ne supportant plus les réflexions et les retards de Clo-Clo, claque la porte du studio en laissant le chanteur seul avec son ingénieur du son Bernard Estardi et son habilleuse Sylvie Mathurin. Malgré cet incident qui aurait pu avoir des conséquences fâcheuses et retarder la sortie du disque, Claude François, vexé ce jour-là, interprète son texte en tapant sur les consonnes, voulant dominer sa colère. Très vite, les radios diffusent en boucle le nouveau tube de l'idole qui, au rythme des cymbales du carnaval, nous emmène au paradis. Avec cette nouvelle chanson, Clo-Clo se place immédiatement en tête des hit-parades. La sortie de ce nouveau 45 tours marque véritablement le début de la collaboration entre les disques Flèche, représentés par la société Création Artistique, et la distribution Carrère. En effet, après 15 années passées chez Philips, devenu Phonogramme, Claude François, séduit par les propositions de son ami Claude Carrère, décide de changer de distributeur. Ce nouveau départ commercial lui permet d'avoir un vrai réseau de distribution qu'il contrôle et surtout une mise en place de ses disques plus forte, sans pour cela être responsable de la fabrication et des éventuels retours. Promotion oblige, Claude François et ses Claudettes, vêtus de costumes sexy brésiliens, retrouvent les chemins des plateaux télé et de radio. Lors des nombreuses interviews, il aime raconter comment est née la chanson figurant sur la face B du disque, comment il trouva un soir, tard dans la nuit, l'inspiration pour écrire le texte « Les anges, les roses et la pluie ». C'est ainsi qu'après avoir froissé en boule de nombreuses feuilles de papier pastel sur lesquelles il cherchait le début d'un refrain, que son feutre inscrit ces mots « Les anges pleurent des roses et aussi de la pluie ». Il a souri et a passé sa main sur les mots qu'il venait de tracer, comme s'il pouvait sentir sa caresse. Puis il a éteint la lampe de son bureau, restant un long moment dans la pénombre. Il s'est levé et a appuyé son front sur la vitre. Il n'avait pas envie d'aller se coucher, il était heureux parce qu'avec les anges, les roses et la pluie, il avait enfin trouvé le déclic de sa chanson. Ce miracle soudain qui naît de la rencontre de quelques mots et qui constitue une promesse de succès. Un bonheur rare que sont seuls à connaître les musiciens, les peintres ou les poètes, quand ils sentent qu'ils ont trouvé le mot, la nuance ou l'harmonie qui va donner sa beauté à leur œuvre. Enfin, revenant de Marrakech, où il participait aux premières Olympiades d'Europe 1, il enregistre un duo avec sa compagne Kathleen. Un nouveau disque, C'est comme ça que l'on s'est aimé. Tandis que le 45 tours arrive chez les disquaires au premier jour de l'été, tout semble aller pour le mieux dans la vie du chanteur. Mais soudain, une terrible agression manque de faire voler en éclats ce tableau du bonheur. Car c'est dans la nuit du 25 au 26 juin 1977, vers 1h du matin, que se noue un drame qui aurait pu être fatal à Claude François.
Alors que le chanteur roule sur l'autoroute du Sud en direction de Danemois pour rejoindre son moulin du bonheur avec sa compagne Kathleen, son chauffeur Marmaduke, son habilleuse Sylvie Mathurin et une amie programmatrice à Europe 1 Joël Collard, sa Mercedes est prise en chasse à la hauteur de Célie-en-Bière par une Citroën CX de couleur verte. Claude pense d'abord à des fans qui l'auraient reconnu, mais lorsqu'il aperçoit que des coups de feu partent dans sa direction, il réalise la gravité de la situation. Dans la voiture de l'idole, c'est la panique. Tout le monde se couche pour éviter les balles. Clo-Clo, qui est au volant, tente de maintenir le cap en conduisant d'une main et en faisant des zigzags pour éviter les tirs. La scène est digne d'un mauvais film policier de série B. Par chance, mais aussi grâce à son sang-froid, Claude parvient à semer ses poursuivants. La police, chargée de l'enquête sur ce fait divers, qui aurait pu coûter la vie au chanteur et à ses proches, découvre 11 points d'impact de balles 9 mm sur la carrosserie de la Mercedes. Très vite, les enquêteurs excluent la possibilité d'un attentat dirigé contre l'idole et concluent à un mauvais concours de circonstances. Cette conclusion sera confirmée quelques jours plus tard par l'arrestation de Pierre Dieudonné, dit Pierrot de Villejuif, un truand de la banlieue sud, bien connu des services de police.